I am going to turn into a truck now. Autobots, it's transforming time. Bien le bonjour mes petits squales. Des robots géants, des travelling à tout va et des lens flares aveuglantes, voici 20 idées de mise en scène de Michael Bay dans Transformers. Dans l'introduction, Bay préfigure à 2 reprises l'invasion des Decepticons. Une première fois avec l'ombre de l'hélicoptère qui rappelle Blackout, camouflé en hélico, et une seconde avec ce plan où les militaires sont recouverts par un avion furtif au premier plan, ce qui renvoie à Starscream et Megatron, tous deux des avions de chasse. 2 hélicoptères atterrissent, 2 avions décollent, la symétrie de la scène est parfaite. Quand Blackout apparaît pour la première fois, il est une masse noire qui occupe tout le cadre rempli de sable blanc, avant de cacher le soleil comme s'il amenait la nuit avec lui, et il finit filmé à travers un filet militaire pour souligner le fait qu'il est en train de se camoufler et qu'il cache son jeu. Durant son attaque, Blackout se voit être imprimé sur une image numérique et le son du signal des Decepticons est numérisé en une piste sonore. Voici la vision que Michael Bay a des Transformers, des êtres d'effets et de sons numériques qu'il imprime à même la pellicule, comme on le voit dans ce passage. Et oui, c'est méta. Le bureau du prof auquel Sam demande à A pour son exposé est un cas d'école de représentation ultra-américaine. On a Benjamin Franklin, Lincoln, la Statue de la Liberté, un pigargue, 2 pigargues, des crayons américains, des journaux qui parlent de la guerre, un bouquin de littérature américaine, bref, vous avez le délire. Tout ça pour dire que Bay est très conscient des thèmes qu'il aborde dans son film. Sam est devant un dépositaire de la mémoire de son pays, principalement martial, et ces thèmes trouvent leur écho dans le conflit entre les Autobots et les Decepticons. Je garde ce thème pour une prochaine vidéo vu qu'on va surtout parler de mise en scène ici, mais en attendant, admirez un peu le travail du chef d'écho pour ce plan. Quand les soldats sont perdus au Qatar, cet énorme contre-jour sur le char et ses occupants exprime à quel point ces derniers sont déboussolés après l'attaque. Et Bay, en tout bon coquin qu'il est, ne peut pas s'empêcher de placer une belle métaphore phallique en filigrane. Eisenstein serait tellement fier. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. Quand Scorponok les attaque, sa queue recouvre les soldats un à un grâce à ce mouvement de caméra, comme s'il les empalait métaphoriquement. Et durant l'attaque, il surgit derrière eux, filmé en longue focale, ce qui écrase les distances et renforce la sensation qu'il est sur le point de les attraper. C'est exactement de la même manière qu'il filme la course-poursuite entre Sam et Megatron, et putain, qu'est-ce que ça marche bien. Quand Bumblebee s'active, les reflets sur sa carrosserie ressemblent à du langage de Cybertron, la planète d'origine des Transformers, et la lumière à l'intérieur de l'habitacle traduit l'idée selon laquelle la machine est vivante. Ça n'est pas la seule fois que Bay utilise la lumière pour caractériser les Autobots, car vous remarquerez qu'à de nombreuses reprises, leur présence est associée à des rayons de lumière. Cette idée lui vient tout droit de l'influence de Steven Spielberg, qui produit le film, et chez qui les êtres de cinéma, qu'ils soient dinosaures, extraterrestres ou aventuriers, sont associés à la lumière. Car après tout, qu'est-ce qu'un personnage de cinéma sinon un rayon de lumière sur une toile blanche? Bay va même jusqu'à faire projeter cette lumière aux Autobots eux-mêmes, et Optimus projette même un film de la guerre civile de Cybertron. La métaphore ne saurait être plus limpide. Et oui, c'est méta. La lumière n'est pas la seule des méthodes utilisées par Bay pour faire la métaphore des Transformers comme être de cinéma. Plusieurs fois dans le film, Bay illustre les robots géants à travers des lucarnes, des fenêtres ou des portes, qu'on appelle des surcadrages ou cadres dans le cadre, qui représentent l'écran de cinéma à travers lesquels ils sont filmés. Un cadre qu'ils passent leur temps à briser en passant à travers des vitres comme s'ils crevaient l'écran. Non, sans déconner, ça arrive absolument tout le temps. Avec ce dispositif de mise en scène, Bay illustre le passage de jouets au grand écran de cinéma. Et oui, ça vient aussi de Spielberg, et oui, c'est méta. Mais ta gueule, mon poteau. Ce plan sur Barricade à travers un pare-brise fissuré m'a rappelé que généralement, Bay filme beaucoup à l'intérieur des voitures quand les Transformers sont aux alentours, et il n'hésite pas à les maltraiter. À vrai dire, quoi de mieux pour parler d'êtres qui se battent transformés en véhicules que de filmer du point de vue des voitures. Le travail d'échelle de Michael Bay est assez phénoménal. Regardez ce plan très court mais assez complexe. On a une contre-plongée vertigineuse sur Barricade qui s'apprête à attaquer Bumblebee, Frenzy sort de sa poitrine, descend à notre niveau et vient le recouvrir entièrement avant de s'élancer. Bay fait en un instant la transition entre les 2 échelles de combat qui ont lieu, l'une titanesque, l'autre à taille humaine, et les 2 sont ensuite lancés simultanément pour un maximum de spectacle. Encore un travail d'échelle remarquable, quand Sam demande à Bee s'il peut parler, il y a ce magnifique panoramique vertical qui non seulement établit métaphoriquement le début de la communication entre les deux, mais montre aussi à quel point Bee est massif par rapport à un humain, à tel point que quand le cadre quitte Sam, le torse de Bee n'est même pas encore à l'écran. Et le plan est magnifique, ça va sans dire. Sam, Michaela et Bee regardent l'arrivée des Autobots sur Terre, stationnés devant le Griffith Observatory, un lieu très chargé symboliquement puisqu'il se situe à Los Angeles, la ville d'Hollywood, et que sa fonction d'observatoire en fait un emplacement privilégié pour observer l'arrivée d'extraterrestres sur Terre. Si j'extrapolais un peu, je pourrais même dire que le nom Griffith renvoie à D.W. Griffith, considéré comme l'un des pères du cinéma grand spectacle moderne, dont Bay est l'héritier direct. Et oui, c'est méta. Mais il va la fermer sa gueule! Si vous ne me croyez toujours pas avec ces histoires, rappelez-moi en quelle année Archibald Witwicky trouve Megatron en Antarctique, 1897, soit la période de naissance du cinéma. Et oui, c'est méta.
Un plan qui me fait beaucoup marrer, quand Sam affabule son père pour l'empêcher de voir les Autobots qui se faufilent derrière lui, Bay fait durer le plan pour faire monter la tension, en faisant sporadiquement quelques panoramiques latéraux quand Sam se retourne, jusqu'à ce que Bumblebee parasite une moitié du cadre, ce qui pousse Sam dans ses retranchements. Well, God. One more thing, huh? All right, I love you. Sleep good, handsome man. Voyez plutôt. Chinese and the Russians are nearing our area of operations in the Western Pacific. Les deux effets utilisés dans cette transition sont l'overlapping, qui consiste à faire passer le son d'une séquence suivante avant la coupe, Chinese and the Russians are nearing our area of operations. et le match cut, qui fait correspondre par la coupe deux éléments grâce au timing ou la position dans le cadre. Ces deux effets superposent donc Optimus et ce général américain qui tient un discours paranoïaque. Cette transition nous rappelle donc le rôle de leader militaire d'Optimus, mais elle donne aussi beaucoup de poids à cette réplique. They're a primitive and violent race. Were we so different? Quand les communications sont coupées, Bay enchaîne des panoramiques allant successivement vers la droite, gauche, etc. Une belle manière d'exprimer visuellement la panique qui s'empare du QG. C'est un gimmick propre à Michael Bay qu'on retrouve surtout dans d'autres films, mais il n'hésite pas à faire passer la caméra à travers des interstices, des trous, des lucarnes, etc. Ici il le fait moins, mais suffisamment pour être noté, que ce soit pour signifier l'intrusion, le secret défense, ok, on en reparlera peut-être dans une autre vidéo, le côté phallique de sa caméra. Quand Bone Crusher se transforme, la caméra lui passe dessous, ce qui nous laisse apercevoir sa bouille toute trognonne, qui nous fait bien sentir à quel point ses intentions sont pacifiques. Ce qui n'est pas le cas avec Optimus, qui cherche à protéger les humains. Et petit rappel de la vidéo précédente, le fait qu'Optimus le fume en un seul plan de 20 secondes sans coupe montre à quel point il domine la partie. La mythique scène de fin passe de Sam et Michaela, qui ont accompli leur arc narratif pour le film, à Optimus, qui n'a fait que débuter le sien. Encore un judicieux travail d'échelle, de l'intime, au colossal, au cosmique. Une brillante manière de terminer un film. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve pour une nouvelle analyse d'ici quelques temps mes petits squales, et d'ici là, soyez forts et restez jeunes. I see.